semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e épisode de notre podcast qui veut soigner le travail et pas les gens. Pour ce numéro 7, on va aborder un sujet compliqué, la culture de la sécurité au travail. Chaque année, en France, près de 700 personnes meurent au travail et 39 000 autres y sont victimes d'accidents graves. Ces chiffres dramatiques nous placent parmi les mauvais élèves de l'Europe, pour ne pas dire parmi les cancres, puisqu'on ne constate aucune amélioration. Les pouvoirs publics, dans le plan santé-travail 2021-2025, le PST4, ont encouragé la promotion de la culture de prévention, comme une réponse parmi d'autres à cette problématique. Malheureusement, alors que nous sommes aux 3/4 de ce plan, les résultats ne sont pas au rendez-vous. On dirait qu'on ne s'est pas bien compris sur ce que signifie réellement une culture de la sécurité ou une culture de la prévention. Néanmoins, sur le terrain, on voit des initiatives intéressantes, dans les entreprises, dans les formations initiales, notamment celles d'ingénieurs. Mais il y a aussi des approches, disons, un peu déconcertantes. On peut se demander si on parle tous de la même chose finalement. Ce sujet intéresse particulièrement les psys du travail, car il touche à la culture d'entreprise, au métier, à la façon dont on perçoit les risques au travail et comment on s'en protège. Je mets des guillemets. J'enregistre ce podcast à la veille des élections législatives de 2024. Je le précise parce que je ne sais pas si c'est toujours le cas au moment où vous m'écoutez, mais à ce jour, en cas de risque grave au travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité. Je suis allé à la rencontre de l'un d'eux, Vincent Jacquemont, qui porte une solide expérience sur la prévention des risques, en milieu industriel notamment, et qui devrait avoir des choses à nous dire. Alors si vous êtes prêts, on rentre dans le sujet de la culture sécurité au travail. Bonne écoute. Salut Vincent. Salut Bertrand. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez toi. Tu es ingénieur, tu as complété cette formation initiale d'une formation en ergonomie, mais à quoi est-ce que tu occupes tes journées, Vincent ? J'interviens sur des sujets de santé et sécurité en appui des CSE, des comités socio-économiques, dans divers cadres, notamment sur des sujets de sécurité et parfois post-accident de travail. Eh ben, ça tombe bien, puisque le thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est bien la culture sécurité, et ton point de vue va pouvoir nous enrichir, nous autres qui essayons souvent de penser les sujets sous le terme de la subjectivité, et on a besoin d'éclairages un peu différents pour aborder ces sujets. Je voudrais commencer par un témoignage, si tu veux bien. J'étais, il y a quelques mois maintenant, dans une entreprise, chez un client, et une entreprise industrielle. On buvait le café avec les personnes qui m'accompagnaient, et dans l'espace café, il y avait des télés qui nous projetaient des personnes qui témoignaient, alors qui avec un doigt arraché, qui avec un bras coupé, qui avec une jambe écrasée, et qui nous disaient: regardez ce que j'ai fait de ma vie, regardez ce que c'est devenu, parce que j'ai pas respecté une consigne, parce que j'ai manqué d'attention. Et dans ces vidéos, les témoignages nous enjoignaient de ne pas faire comme eux, en fait, et d'essayer d'avoir plus de vigilance, plus de respect des consignes pour éviter des drames qu'on regretterait dans l'avenir. Moi, je t'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu violent, et je voudrais bien ton avis. Est-ce que c'est une bonne approche d'y aller sur ce format un peu d'électrochoc ? C'est des démarches que j'ai pu observer aussi. Au minimum, on peut dire que c'est pas satisfaisant dans le sens où ça peut pas être suffisant de sensibiliser au risque. Les démarches de sensibilisation au risque, on connaît leurs limites, c'est-à-dire qu'elles partent de l'hypothèse que
le comportement individuel n'a comme seul déterminant la connaissance ou non du risque, et qu'en renforçant la sensibilisation au risque, on ferait changer le comportement. Ça a un autre inconvénient, et qui est à prendre en compte, c'est le caractère culpabilisant, c'est-à-dire que ça renvoie à une forme de responsabilité au seul salarié concerné de respecter une règle qui lui est édictée, là où, on le sait, dans bien des situations, la capacité à respecter la règle peut se trouver mise en défaut par plein d'autres éléments de contexte qui n'apparaissent pas souvent dans ces campagnes. Ce que tu décris là, c'est des approches qui sont extrêmement individualisantes, hein, comme je les perçois. Qu'est-ce qu'on peut opposer à cette individualisation de la prise en compte du risque? Alors, opposer, je ne sais pas, mais à compléter au minimum, c'est le regard sur l'ensemble des facteurs, notamment organisationnels. Donc, il y a eu beaucoup d'écrits en ergonomie sur les facteurs organisationnels et humains. Donc, le facteur humain, c'est une chose, les facteurs organisationnels, c'en est une autre, et les facteurs sociaux, qui ont complété aussi l'approche, sont également importants à prendre en compte pour justement comprendre ce qui va se jouer dans une situation de travail où les déterminants vont être à rechercher aussi sur la nature du contrat de travail, puisque on voit bien, y compris d'ailleurs dans les statistiques et dans les chiffres, que les accidents mortels notamment touchent beaucoup l'intérim, et ça c'est des sujets qu'il faut regarder, parce que ça a des impacts sur la manière dont on maîtrise ou non la sécurité sur un chantier, par exemple, le type de contrat, les chaînes de sous-traitance. Enfin, c'est un ensemble de déterminants qui sont à regarder pour revenir à cette compréhension d'une situation individuelle qui va amener un comportement, et effectivement un comportement individuel, mais qui, pour être compris, doit être pris dans son ensemble, dans l'ensemble des déterminants qui vont jouer sur cette situation de travail. Pour un préventeur, ces notions de facteurs organisationnels, de facteurs humains, de facteurs sociaux, est-ce que c'est pas un petit peu compliqué? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va être difficile à appréhender, à modéliser? Co Comment est-ce qu'on peut, passer des messages peut-être plus clairs par rapport à ça? Je vais peut-être prendre un exemple pour illustrer un peu mon propos. Euh, Effectivement, mets-toi dans la situation d'un préventeur qui visite un chantier et qui s'aperçoit qu'un tuyauteur est en train d'utiliser un chalumeau à moins de 10 centimètres d'une conduite en polyéthylène dans lequel circule du gaz. Euh, Soit on a une lecture en disant que c'est de l'inconscience, et là le clip de sensibilisation a peut-être une chance de marcher, soit il y a d'autres éléments à regarder. Et ce que je sais dans mon expérience, c'est qu'il y a toujours d'autres éléments à regarder. De savoir s'il y a présence ou pas de gaz dans la conduite va être effectivement un déterminant, mais c'est aussi de savoir si dans le collectif qui est autour, parce qu'on ne saute jamais seul, et que ce soit physiquement ou dans tous les cas, il y a au minimum les gens qui ont préparé les chantiers, il y a toujours un collectif. Et donc dans la manière de comprendre comment est pensé le travail, comment il est perçu, il faut l'élargir à un collectif de travail qui a participé à la préparation et à la réalisation du chantier pour y compris comprendre le comportement du tuyauteur en question. Au-delà de la préparation du chantier, on peut avoir des cas aussi où on pourrait parler d'acceptabilité, en fait. Est-ce que c'est pas dans les codes que de travailler comme ça parce que, entre guillemets, on est des bonhommes, on n'a pas peur, on travaille vite, on travaille bien, on est efficace et on s'encombre pas de consignation, on s'encombre pas d'analyser les risques pour montrer un peu une image de soi au travail un peu valorisante. Est-ce que c'est des choses que tu observes parfois, ça? Ça, c'est des choses qui peuvent jouer, et ça existe. Mais dans le cas d'espèce que j'évoque, pour le coup, ce qui était encore plus fort, c'est la manière dont la chaîne de sous-traitance joue dans la situation finale. C'est-à-dire que oui, on est dans l'acceptation des carreaux-règles, parce que les règles de consignation sur un chantier comme celui-là
aurait jamais dû laisser cette situation arriver. Mais si on veut comprendre pourquoi la consignation s'est pas faite et pourquoi malgré tout, surtout ça, pourquoi malgré tout l'équipe y va et le tuyauteur va faire le geste, il faut aussi s'intéresser au fait que dans le temps s'inscrivent des dynamiques où effectivement on en vient à accepter de travailler à 1 mètre, puis à 50 centimètres, puis à 20 centimètres, et là on a franchi une limite rouge, et qui fait qu'un jour on est à 10 centimètres et la tuyauterie elle fond et le gaz s'enflamme. Tu vois le type de dérive que tu viens de décrire vers une situation qui est moins sûre. On connaît bien ça en psychologie du travail. On le voit dans d'autres domaines, dans d'autres champs. C'est un peu l'idée qu'on s'habitue petit à petit au risque, voire au danger auquel on s'expose. Et en général, on accompagne ça de représentations, de gestes, de gimmicks, de choses qui nous font dire mais ça va aller, ça va bien se passer en fait. Et petit à petit, on dérive. Oui, mais t'as raison. Ça m'évoque ce qui m'a été expliqué par le collègue et témoin de l'accident sur la manière dont lui procède quand il soude à proximité d'une tuyauterie de gaz, qui montre que la dérive était quand même un peu installée dans le collectif. Et donc, il me montre sa gestuelle. Alors, c'est très compliqué à faire à la radio, mais il me montre son geste avec son chalumeau pour orienter la flamme, pour à la fois souder son tuyau et orienter la flamme loin de dans le sens opposé de la tuyauterie de gaz. Donc ça montre que ces savoir-faire qu'on appelle des savoir-faire de prudence. Alors là, dans le cas d'espèce, la notion de prudence, quand on est aussi loin dans les franchissements d'un certain nombre de règles, ça me gêne un petit peu comme terme, mais ces savoir-faire de prudence, il y a beaucoup d'études, et puis moi j'ai pu aussi, dans un certain nombre d'expertises, constater que c'est justement parfois une cause de des aspects à comprendre dans la situation accidentelle, c'est qu'il y a une non-mise en œuvre de savoir-faire qui sont par ailleurs intégrés dans un certain nombre de collectifs, et quand il n'y a plus mise en œuvre du savoir-faire parce que c'est un intérimaire qui fait l'activité ou un jeune arrivant, on se retrouve avec des situations accidentelles. Donc c'est un élément indispensable, mais pour moi il n'est pas suffisant. Si on veut comprendre les dérives qui s'installent dans le temps, comprendre les jeux de contraintes des activités, c'est essentiel, parce que ces savoir-faire de prudence, ils sont mis pour tenir l'activité malgré un jeu de contraintes et souvent qui accompagne aussi un certain nombre de modes de fonctionnement qui sont soit en écart aux règles, soit à la limite des règles. Souvent, on est d'abord à la limite, puis à un moment donné, on peut être en écart. Mais ces modes de fonctionnement aux limites ou parfois en écart aux règles de sécurité, ils sont souvent générés pour répondre à des contraintes qui sont des contraintes souvent un peu structurelles. Si on prend les chantiers, c'est le délai du chantier, c'est la composition de l'équipe, c'est la charge de travail qu'on a à faire sur une journée. Et là, il faut s'intéresser justement dans la situation de travail, dans les conditions dans lesquelles se réalise l'activité. Regarder l'horaire à laquelle ça se fait par rapport à la fin de poste, des choses comme ça qui vont nous éclairer sur le jeu de contraintes et qui permettront de comprendre ce qui a pu amener à des écarts. Ces savoir-faire de prudence, c'est des choses qu'on se transmet, donc ils ont leur importance, parce qu'ils jouent aussi un rôle de protection jusqu'à une certaine limite. Et pour le psychologue du travail, évidemment, la question que tout ça amène, c'est mobiliser ces savoir-faire de prudence, faire ce geste un petit peu impossible à rendre au niveau de l'audio qui permet d'évacuer la flamme de la conduite d'éthylène, faire ces choses qui sont propres au métier, propres à la culture locale. Est-ce que c'est vécu par les salariés qui font ces gestes-là comme étant un travail de qualité, comme étant de la bel ouvrage? Est-ce que derrière se jouent des enjeux de reconnaissance finalement? Alors, c'est toujours compliqué, c'est des sujets qu'on aborde avec eux. Souvent, ils ont bien conscience que la prise de risque
et pas forcément, c'est pas forcément quelque chose qui est valorisé. Par contre, euh, on est toujours dans le compromis et la recherche justement de faire le bel ouvrage. Le bel ouvrage, là, pour le coup, c'est de bien souder le tuyau, parce que c'est ça leur job, et c'est là-dessus qu'ils vont être reconnus, et c'est là-dessus qu'ils sont attendus, à la fois par le management, par le collectif. Et donc, le faire avec des contraintes, ça participe à la reconnaissance de leurs compétences dans le métier. Ça, c'est certain. Euh, c'est tout l'enjeu de faire bouger la culture sécurité pour que le faire dans des conditions de sécurité fasse partie aussi de la culture métier et de la culture du bel ouvrage, et que ne soit plus, enfin comment dire, que soit valorisé le tuyauteur qui va bien souder les tuyaux tout en restant en sécurité, et que quand on s'écarte trop des conditions de sécurité, ce ne soit plus considéré comme du bel ouvrage. Si je te comprends bien, donc on est bien sur des questions de culture sécurité, hein, c'est pour ça qu'on avait prévu de se rencontrer aujourd'hui, donc ça tombe bien. Donc ce que tu me préconises là, c'est de remplacer mes messages un petit peu anxiogènes avec le gars qui a le bras coupé ou qui s'est brûlé et puis qui vous dit faites pas comme moi, de remplacer ce message-là par quelque chose qui a plus à voir avec une culture partagée de sécurité. Donc pourquoi pas, je sais pas moi, des règles d'or, hein, les fameuses règles d'or, priorité à la sécurité, il faut réfléchir avant d'agir, ma sécurité c'est Non, celle non, des non, autres. Bertrand, ne me fais pas dire que je promeus les règles d'or comme outil pour faire changer la culture sécurité. C'est pas ça mon propos. Si on prend l'exemple en plus en question, on a un collectif de travail à qui on demande de faire le boulot, alors même que le gaz n'a pas été coupé dans la conduite de gaz, que les tuyaux sont à proximité. J'allais dire, déjà dans la situation de travail là, j'allais dire la seule règle d'or, c'est de ne pas faire le boulot. Et dans une situation comme celle-là, évidemment qu'on s'intéresse à la manière dont a été organisé et préparé le travail. Et j'allais dire, s'il y a des règles d'or à mettre, c'est sans doute dans la manière dont on pense, dont on prépare et dont on organise le travail. Et dans les démarches de règles d'or que j'ai vues jusqu'à maintenant dans les entreprises, c'est des règles d'or qu'on demande d'appliquer à ceux qui font le travail, euh, alors même que les, les compromis, les conflits de logique qu'il peut y avoir entre des enjeux de délai, de coût, d'organisation et l'activité elle-même se joue beaucoup dans l'organisation et la préparation du travail. Et s'il y a des règles d'or à mettre, c'est justement dans la manière de préparer le travail, dans la manière de respecter un certain nombre de règles, qui sont les règles du Code du travail, qui sont les obligations générales de prévention, mais aussi, quand on parle de conduite de gaz, évidemment, de consignation. Et ces règles d'or-là, pour le coup, elles n'avaient pas été respectées. Donc je veux bien qu'on parle de règles d'or, mais on pourrait presque simplifier, hein, ça s'appelle la réglementation. Donc ça, c'est des règles effectivement auxquelles, pour ma part, je tiens. Il n'y a pas que la réglementation, mais les principes de prévention, oui, ils sont importants. Et si on veut citer des règles d'or, citons celles-là. À mon tour, Vincent, de me mettre en colère là. Euh, tu nous fais une réponse dans laquelle tu évoques un certain nombre de règles, tu vas jusqu'au code du travail. Au-delà des règles, tu évoques également la notion qu'on a des points de vue différents, des critères différents, donc finalement un conflit de critères sur le travail. Et c'est-à-dire qu'il va falloir trancher entre la qualité, la rapidité, la productivité, la quantité. Il faut arbitrer dans tous ces paramètres de la production. Et nous, ce qu'on pense en tant que psychologue du travail clinicien, c'est qu'il faut absolument instituer le conflit de critères. Il faut donner à voir ces différentes priorités qui s'affrontent. Et donc, il manque peut-être une dimension dans ta réponse, qui est la dimension de la délibération collective, de la controverse, pour utiliser un mot qu'on aime beaucoup, nous. Est-ce que ça rentre en compte dans ta réflexion?
Oui, bien sûr. Là, j'ai réagi parce que les règles d'or m'ont fait réagir et j'ai voulu ramener le débat, mais il n'y a pas que les règles. On est bien d'accord. Et les règles, elles doivent se débattre, elles doivent être discutées. Euh, Aujourd'hui, dans les 9 critères les 9 principes généraux de prévention, on n'a pas encore l'écoute des travailleurs, mais on espère bien que ce sujet-là bouge. Euh, si je prends là, pour le coup, plutôt la casquette de l'ergonome, on sait l'importance que soit discutée la manière dont va être organisé, penser le travail avec ceux qui vont le faire. On voit bien, et c'est vraiment beaucoup le cas dans toute l'industrie de travaux, qu'il y a des phases de préparation et il y a des phases d'organisation et des phases de réalisation. La capacité à penser l'organisation et la préparation en intégrant le point de vue de ceux qui vont faire le travail, c'est essentiel pour intégrer justement les différentes logiques, les différentes difficultés, anticiper les difficultés qui vont se poser avec ceux qui savent comment se fait le travail. Euh, Après, on n'anticipe jamais tout. Il y a le réel qui reste qui reste là et se joueront les questions de savoir-faire. Mais bien entendu qu'intégrer le point de vue de ceux qui font le travail dans la manière de le préparer, de l'organiser, c'est essentiel pour permettre le travail en sécurité. Et malgré tout le soin qu'on peut apporter à la conception du travail, malgré toute cette préoccupation qu'on peut avoir sur l'échange professionnel, sur la discussion professionnelle qu'on vient d'évoquer, eh bien malgré tout, bah, des accidents se produisent. Alors qu'est-ce qu'on fait, docteur? Dans le cadre dans lequel j'interviens, quand il y a eu situation accidentelle, en général, c'est souvent des conséquences graves. Et là, le premier écueil, le premier conseil que je donne aux représentants du personnel, aux directions avec lesquelles on peut travailler, aux préventeurs, c'est l'enjeu d'éviter l'écueil du regard à travers les responsabilités et les fautes et les écarts aux règles, euh, qui sont le premier réflexe que tout le monde a, qui est en partie légitime, parce que quand il y a accident grave, il y a des enjeux de responsabilité, il y a sentiment de responsabilité, euh, et, et forcément tout le monde regarde à qui la faute. Ce regard-là, il ne permet pas de comprendre le travail tel qu'il se fait. Il permet au mieux de comprendre, enfin, ou d'analyser le travail tel qu'il aurait dû être fait, mais pas le monde tel qu'il est. Donc l'enjeu, c'est de comprendre la situation de travail telle qu'elle est, de regarder les enjeux sous l'angle de la prévention et ce qu'il y a à corriger pour effectivement que ça ne se reproduise pas. Et c'est là aussi illusoire de penser que c'est uniquement en condamnant des gens qu'on va faire bouger la prévention, qui est un enjeu pour tout le monde d'agir en prévention et pour l'employeur aussi. C'est important, c'est pas en allant chercher la responsabilité qu'on corrige le tir sur les facteurs de prévention qui doivent être mis en œuvre et qu'il faut faire bouger pour éviter que l'accident se reproduise. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Ensuite, on revient à tout ce que j'ai évoqué au départ, aller chercher les facteurs organisationnels et humains. Il y a un enjeu très particulier pour les représentants du personnel, c'est que de par leur position, ils doivent, de mon point de vue, être justement les porte-parole de ce point de vue du travail. C'est à eux d'aller recueillir la parole et la vision du travail qu'ont les collègues, la victime si elle peut encore s'exprimer, et de comprendre les enjeux du travail tel qu'il est. Si eux ne le font pas, le plus probable, c'est que personne d'autre le fera, parce que l'inspection du travail ira voir les responsabilités, parce qu'il y aura respect ou non des obligations de prévention de l'employeur. L'employeur aura aussi, dans une position défensive, cette lecture-là pour démontrer que sa responsabilité n'est pas en cause. Et la question de ce qui s'est réellement joué dans la situation de travail
personne n'ira la voir si eux ne s'en emparent pas. Si je devais tenter une conclusion, de la conception du travail à sa réalisation, jusqu'à l'analyse des cas d'échec, des cas d'accident, sortons d'une approche individualisante, allons analyser quels sont les déterminants du travail, quels sont les critères, les conflits de critères qui sont en jeu entre les différentes représentations, les notions de culture, les notions de choses qu'on se transmet, qui ont de la valeur, qui n'en ont pas forcément, ce qui peut paraître une tâche relativement insurmontable, mais qui finalement repositionne le travail dans sa véritable dimension. C'est exactement ça, Bertrand, hein. J'ai un collègue qui le dit plus simplement. Finalement, c'est le travail qu'il faut soigner, c'est pas les gens. Eh ben, il a bien raison, ton collègue. Euh, Merci pour tout ça, Vincent. Question rituelle de fin de podcast. Si tu avais une idée saugrenue à nous transmettre pour nous laisser la ruminer dans les jours qui viennent, qu'est-ce que tu nous proposerais? Eh ben, écoute, alors je sais pas si c'est dans l'air du temps. Ce qui est sûr, c'est que moi, je perçois un besoin énorme de remettre en place des instances de représentants du personnel au plus près du terrain pour discuter des questions du travail. Ça a existé, on en a encore besoin. Eh bien, en voilà une idée qu'elle est saugrenue. Je te remercie pour cette idée. Je vais te laisser tranquille, remonter dans mon véhicule et je te promets de faire attention. Salut Vincent. Salut Bertrand.